La diversité du relief, le contraste de ces paysages, le contexte géologique, les conditions écoclimatiques sont autant de facteurs qui avaient offert au bassin du Nil burundais une gamme extraordinaire de ressources naturelles sur un territoire aux dimensions pourtant modestes de 13 800 km². Cependant, la gestion de l'environnement burundais est actuellement confrontée à des défis redoutables tels que la démographie explosive, jointe à une pauvreté chronique et rurale, la destruction des écosystèmes forestiers, l'érosion des sols, la reconversion des marais en terres agricoles, la détérioration des écosystèmes aquatiques, l'exploitation incontrôlée des carrières minières tendant vers de véritables désastres écologiques et enfin la très difficile gestion des perturbations climatiques illustrées par les inondations, les mouvements de terrain et les sécheresses sévères. Une étude prospective menée par le docteur Jean-Marie Sabushimike, professeur à l'Université du Burundi, sous l'égide du Forum de la société civile du bassin du Nil burundais, attire l'attention de tous les acteurs sur les enjeux et les défis majeurs de l'environnement burundais. Il est aujourd'hui largement admis que l'environnement burundais est sérieusement menacé, que les paysages jadis florissants présentent des dégradations inquiétantes et offrent des images pathétiques. La déforestation des réserves naturelles comme la Kibira et le parc de la Ruvubu et autres requiert une attention particulière car leur destruction s'accompagne d'impacts environnementaux irréversibles compromettant ainsi le développement durable du pays. La superficie de la Kibira, la réserve nationale la plus importante, était estimée à plus de 50 000 hectares lors de son statut de protection en 1934. Nous sommes sur le versant nilotique de la crête Congo-Nil qui est couvert par la forêt dite la Kibira, un véritable patrimoine national du point de vue environnemental. C'est une ressource naturelle immense et un enjeu majeur pour le pays. Nous devons dire que la destruction de cet écosystème naturel qui représente une richesse extraordinaire pour le pays doit inquiéter plus d'un. Nous devons savoir que c'est cette forêt qui régule le climat local du Burundi. C'est cette forêt qui représente un enjeu important au niveau de la biodiversité. Avec la création de l'Institut national pour l'environnement et la conservation de la nature en 1982, sa superficie était déjà tombée à 40 000 hectares. Actuellement, la superficie de la Kibira n'est pas bien connue. On estime 10 000 à 12 000 hectares perdus. L'implantation du bloc industriel de thé à Teza en 1963 et son extension progressive jusqu'en 1977 a amputé la Kibira d'une superficie de 600 hectares. Le bloc industriel de Teza a une superficie de 600 hectares de thé. Les premières plantations de thé datent de 1963. Nous avons dû déboiser la forêt, mais avec l'arrivée, la création de l'INCN, on a dû arrêter les extensions en bloc industriel. Depuis ces 2 dernières décennies, la dégradation des sols a pris une allure très inquiétante sur l'ensemble du bassin versant du Nil burundais. Les risques d'érosion, estimés entre 300 et 700 tonnes par hectare par an de terre perdue, la dégradation de la fertilité des sols augmente avec la pression démographique. Nous assistons à une atomisation des terres très poussée. Un ménage de taille moyenne de 4 à 6 personnes par ménage possède 3 à 5 arts. Les fortes pentes, l'intensité de l'agressivité climatique et surtout les cultures non recouvrantes empirent cette situation.
70% de terres dans les plateaux centraux ne sont pas protégées. Le problème est particulièrement critique dans certaines régions où le sol cultivé reste nu pendant toute l'année sans possibilité de remise en jachère. On voit partout sur cette colline aucune possibilité de la jachère, c'est-à-dire que la pression, la surexploitation du sol, autrement dit de l'environnement, a atteint le seuil du tolérable. La jachère est pratiquement impossible. Les cultures descendent des pentes fortes jusqu'au fond des vallées fortement exploitées aussi. En d'autres termes, l'érosion des sols a atteint une intensité très remarquable dans la mesure où le volume de précipitations dans cette commune de Kabarore est assez élevé, avec la moyenne annuelle de 1600 à 1800 mm par an. Même les anciennes structures anti-érosives, jadis constituées par les fossés, et les haies anti-érosives ont systématiquement disparu dans les paysages. Les signes d'érosion les plus remarquables dans le paysage, ce sont les griffures généralisées dues justement à la forte intensité pluviométrique. Une des plus grandes causes de la désertification au Burundi reste la forte dépendance des ménages à l'égard du bois comme la seule source d'énergie pour les usages domestiques. Le bois et les résidus agricoles constituent plus de 95% dans le bilan énergétique. L'utilisation de l'énergie bois par la population réduit souvent de manière irréversible les boisements et les forêts indispensables pour la protection des sols et la régulation du climat local. La femme rurale, en tant que gestionnaire principale de ressources naturelles, devrait jouer un rôle actif et participatif dans la gestion, la conservation et la protection de l'environnement. Ceci exige une formation et une éducation suffisante pour qu'elle intervienne dans la prise de décision. ibidukikije ibiti baravyicira gose imvura nico gituma igwa nabi iramutse igwa naho igwa nabi ikagwa cyane hama mu yindi minsi ikakigenda ntisubire kugaruka. La dégradation des écosystèmes humides, terrestres et aquatiques constitue une autre préoccupation majeure pour l'environnement au Burundi. S'agissant des marées, toute exploitation de quelque nature que ce soit doit être précédée par une étude d'impact environnemental et autorisée par l'autorité compétente. Cela est consigné dans le schéma directeur d'aménagement et de mise en valeur des marais, mais hélas, ce n'est pas le cas. La contradiction typique est l'exploitation sauvage de la zone tampon du marais de Nyakijima en province Ngozi, avec la complicité de l'administration locale. Quant à sa zone tampon, elle est charnière entre la commune de Gashikanwa et la commune de Ngozi. Et au niveau de la commune de Gashikanwa, elle est régulièrement détruite, et à tel point qu'on a une végétation étrangère qui se développe à grande vitesse, au risque de détruire tout le papyrus qui était sur place et à faire perdre à la zone tampon tout son rôle majeur. La régulation des crues, la régulation de la nappe d'eau et la régulation des débits des cours d'eau vont se transformer en des débits extraordinaires et à des crues qu'on n'avait jamais vus au niveau de cette zone. Kurangura ingene bigenda twumvikana n'abakuru umutumba babatwara aho hantu ruherereye, hanyuma bamaze kubona komini ibonye hageze ko barusoroma tugaja turusoroma. La population est tellement pauvre qu'elle se rue sur cette zone tampon pour avoir quelque chose à mettre sous la dent en fabriquant certains produits artisanaux. En 1979, le Burundi avait une couverture de 120 000 hectares de marais, dont 35% en exploitation à cette époque. En 1990, la superficie exploitée des marais atteignait 40%. En l'an 2000, les marais reconvertis en terres agricoles
représentaient déjà près de 70% de la superficie totale des marais. Face à la pression démographique explosive sur les collines, les paysans agriculteurs sous la hantise de la faim n'hésitent pas à s'approprier en désordre de ces terres de réserve qui, normalement, restent le domaine privé de l'État. On a crié haut et fort pour dire qu'il faut rompre avec cette mauvaise pratique de couper le papyrus, mais l'administration, peut-être très soucieuse des recettes, a continué toujours à faire couper. Le surpâturage des marais pendant la saison sèche provoque le tassement du sol et parfois une destruction souvent irréversible de la végétation. D'importantes terres humides ont été détruites suite à l'extraction des matériaux de construction, notamment l'argile pour la fabrication des briques et tuiles ou pour la fabrication d'autres produits artisanaux. Les conséquences de l'exploitation anarchique des marais peuvent être d'une grande facture sur plusieurs aspects environnementaux, spécialement leur assèchement lié au déséquilibre hydrologique, la destruction de la biodiversité, la régulation des crues qui est dangereusement compromise et enfin l'appauvrissement des sols entraînant la chute de la production agricole. Dans l'Obugesera, les écosystèmes aquatiques les plus importants sont représentés par les lacs Chohoha, Gwihinda, Kanzigiri, Gweru, Gachamirindi. La particularité du lac Chohoha est son caractère transfrontalier avec le Rwanda, mais 80% de sa superficie se trouve au Burundi. Avant les années 1993, il y avait beaucoup de poissons ici, dans ce lac. La menace que nous avons en ce qui concerne la faune aquatique, c'est qu'on risque de rester avec les poissons carnivores et il y aurait coupure de la chaîne alimentaire. Mais la plus grande menace reste l'agriculture côtière et en particulier les perturbations climatiques de ces 10 dernières années. Le ministère ayant l'environnement dans ses attributions a prévu de créer cette zone tampon pour réduire les effets de l'érosion sur le lac. Notamment, on a vu qu'il y a eu l'envasement du lac, la destruction de la zone où se reproduisent les poissons. Et c'est pourquoi on a pris cette initiative de créer la zone tampon. C'est-à-dire bientôt on aura une séparation du lac avec les champs des agriculteurs. Parce qu'on a vu que dans les années passées, quand il y avait une très grande sécheresse, il y avait un retrait du lac. Et la population continuait à suivre le mouvement du retrait. Mais quand il y a la reprise de pluie, il y a une reprise des anciennes dimensions du lac. Et c'est pourquoi même actuellement, la population est consciente du bien fondé de créer cette zone tampon. Actuellement, le seul lac qui bénéficie d'un statut officiel de protection est le lac Gwihinda, appelé lac aux oiseaux. L'objectif principal était de protéger sa riche faune ornithologique. Le lac Gwihinda attirait jadis beaucoup de touristes nationaux et étrangers curieux de la diversité des espèces d'oiseaux migrateurs. La pauvreté, ennemi numéro 1 de la biodiversité au Burundi, fait que ces oiseaux migrateurs soient menacés d'extinction par les populations riveraines. L'habitat de ces oiseaux migrateurs est en voie de disparition si rien n'est fait pour fédérer des efforts de protection. Face à l'ampleur du phénomène de braconnage, il faut un compromis entre la protection de ces oiseaux et la satisfaction des besoins des populations, sans oublier une coopération internationale dans le cadre bilatéral et multilatéral. C'est un écosystème typique pour les oiseaux migrateurs, mais pour le moment, l'écosystème en soi a été détruit à cause des événements qui se sont succédés depuis 1993.
on a détruit l'habitat des oiseaux migrateurs et pour le moment, ces oiseaux, ils n'ont pas d'habitat. Le seul endroit intact où ils peuvent se loger, c'est l'île que vous voyez là-bas, et qui a à peu près 12 hectares, mais l'écosystème en soi, le lac aux oiseaux, a 1015 hectares. Les conséquences fâcheuses de l'exploitation anarchique de ces écosystèmes humides, terrestres et aquatiques pourraient être le dessèchement des marécages et des lacs avec des pertes irréversibles de terres fertiles, de flore et de faune. Parmi les enjeux environnementaux des activités de production figure l'exploitation minière anarchique et incontrôlée dans certaines régions du bassin du Nil burundais. C'est ici le cas de l'extraction des minéraux de cassitérite, de colombo-tantalite et du colta par la société Komebu sur les gisements de Munege et de Kivumu en commune Kabarore, province Kayanza. Les menaces environnementales que nous rencontrons dans le bassin du Nil burundais, c'était ces extractions minières. Parce que les impacts environnementaux s'expriment aisément dans le paysage, notamment les pertes en terre énormes et surtout les phénomènes d'érosion qui s'intensifient de façon spectaculaire. L'ouverture de ces deux carrières a engendré de profondes perturbations du milieu naturel qui méritent aujourd'hui une surveillance étroite pour limiter de graves conséquences environnementales. Le propriétaire du gisement a signé une convention avec l'État selon laquelle il devra remettre en état l'écosystème en danger. Ce qui nous paraît difficilement réalisable puisque la carrière tend à provoquer des départs énormes en terre. L'autre question importante qui se pose ici, c'est de savoir si les évaluations des études environnementales ont eu lieu. Si elles ont eu lieu, pourquoi l'exploitation de cette carrière me semble si anarchique? Je dis que l'écosystème me semble modifié de façon irréversible parce qu'au regard de la profondeur, au regard des signes d'érosion qui se manifestent là, un ravinement généralisé, rien n'est fait pour au moins maîtriser ce système de ravinement qui nous prend des terres en quantité quand même inquiétante. Outre les risques de mouvements de terrain tels que les glissements, les éboulements, les effondrements de cavités, l'érosion des sols, faut-il ajouter aussi les risques hydrauliques comme les inondations, les coulées boueuses et la pollution des eaux. Il est extrêmement important de savoir que ce gisement est dans un système, dans un environnement schisteux, très très altérable et qui permet facilement les mouvements de terrain en masse. Et le moindre sapement des berges de ces carrières entraîne automatiquement des mouvements en masse. Donc, ce fait de l'environnement schisteux doit être contrôlé avec les moyens nécessaires, avec les attentions, les observations scientifiques nécessaires, parce que c'est finalement tout le versant qui va bientôt bouger. Au niveau des impacts environnementaux, nous sommes intéressés particulièrement par un système de ravinement, des pertes en terre très remarquables et en quantité très impressionnante. On remarque un système de cisaillement qui se déclenche. Et on voit beaucoup de blocs de terre suspendus qui sont prêts à s'effondrer. Et je pense qu'avec cette saison, ces blocs se seront effondrés déjà. Et l'autre impact très remarquable, c'est au niveau de la pollution des eaux, des sources de vallées qui sont en aval. On remarque que la couleur des eaux est systématiquement rouge, c'est la couleur du sol. Il faut donc établir des plans d'exposition à ces divers risques naturels visant à représenter sur des cartes précises la localisation et la nature des instabilités des versants.
Au niveau de son extension, l'extension est très très remarquable et c'est ça qui donne l'impression d'ailleurs que tout le versant est en mouvement si l'on ne prend pas garde pour des mesures de sa stabilisation. C'est un écosystème modifié de manière irréversible et la remise en état exigerait donc des moyens extrêmement importants. Dans plusieurs régions du pays, la faim et la pauvreté chronique et rurale contraignent les populations à se ruer sur les paysages pour extraire des matériaux de construction sans aucun encadrement et sans plan de reconversion des carrières en terres utiles et permettre le rétablissement de l'environnement viable. La population rurale se trouve dans une situation de pauvreté et d'extrême vulnérabilité, la contraignant ainsi à détruire le paysage de Gatare adjacente à la réserve naturelle de la Kibira en commune Bugarama pour y extraire du sable et du moellon, provoquant du même coup la fragilisation d'une infrastructure de très grande importance, la route nationale numéro 1 menacée de destruction. On voit très bien que rien ne préoccupe la population, l'administration, tout ce qui concerne la gestion des carrières. C'est une carrière qui est déjà très vieille de plusieurs années. Et on voit par exemple que les routes qui passent à côté sont menacées. Et la végétation environnante elle a été balayée du même coup. Donc c'est une carrière qui mérite une attention quand même tout à fait particulière. Les perturbations climatiques au Burundi s'expriment par des sécheresses sévères et persistantes, des inondations et l'amplification de l'érosion fluviale. Elles se traduisent sous forme de véritables catastrophes naturelles. Dans la vallée de la Mwogo, la destruction des champs a été totale par ces mêmes inondations. C'est un spectacle bien entendu désolant. Et nous pouvons le dire sans hésiter qu'il s'agit effectivement d'une véritable catastrophe naturelle puisque les inondations sont déclarées catastrophes naturelles à cause des perturbations climatiques qui touchent aussi le Burundi. Les manifestations spatiales les plus importantes concernent la destruction des infrastructures, la destruction des champs, soit de collines, soit de marais ou de fonds de vallées, causant la famine, la mort et la désolation. Non seulement c'est la destruction des champs, mais aussi il y a la destruction des infrastructures, c'est-à-dire un pont qui relie, cette route sur laquelle nous sommes, relie la frontière rwandaise. Et la population locale nous apprend que cette infrastructure aussi importante sera bientôt coupée aussi. Ce n'est pas seulement dans cette vallée. On a enregistré de telles situations dans les provinces d'Ongozi, dans les autres communes de Kayanza. Et ce sont ces inondations qui sont à l'origine actuellement de la famine. La plupart des versants montagneux du Burundi sont extrêmement sensibles aux mouvements de terrain à cause de la nature des roches, de l'agressivité climatique, de la topographie accidentée et des actions malencontreuses de l'homme. Depuis 1998, la sécheresse est un aléa naturel qui constitue une menace sur la majeure partie du pays. Sa prévention et sa gestion restent incertaines malgré sa durée et son étendue. Dans les provinces du Nord, plus particulièrement Kirundo et Muyinga, la situation s'est empirée à partir de l'an 2000. La sécheresse y a atteint le seuil d'une catastrophe nationale lorsqu'on a compté plusieurs morts et déplacés de famine. Face à ces contraintes de gestion de l'environnement et de réduction de la pauvreté, le Burundi montre une certaine prise de conscience des enjeux majeurs environnementaux.
Des actions, mais encore timides, de lutte contre la dégradation des terres et la désertification sont maintenant sur le devant de la scène. Cependant, il est plus qu'urgent de se préoccuper des défis majeurs de l'environnement du bassin du Nil burundais en raison d'irrémédiables dommages que causerait toute négligence. Des scientifiques affirment que le réchauffement de la Terre causé par les activités humaines devient de plus en plus une menace sérieuse pour l'avenir des générations présentes et futures. Ce qui est détruit l'est pour toujours. Ce qui risque de l'être peut être sauvé.